Bon, je pense on passe directement au début du webinaire. Comme ça, on respecte le temps de ceux qui sont arrivés à temps. Voilà, donc, est-ce que vous m'écoutez déjà? Est-ce que le son est bon? Oui, 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 on d'accord. t'entend. D'accord, ok, d'accord. Alors déjà, pour entamer ce webinaire, je me présente déjà, je suis Talha Rifaï, je suis le chair du chapitre marocain de l'Association internationale de l'eau, euh, le chapitre qui est focalisé sur la jeunesse de l'eau, sur les jeunes professionnels de l'eau. Et voilà, donc notre chapitre a été créé assez récemment euh, avec plusieurs objectifs, des objectifs de se focaliser un peu sur la jeunesse et de donner une voix aux jeunes Marocains de l'eau pour, euh, euh, pour participer, contribuer aux différentes problématiques de l'eau qu'on vit au Maroc et ailleurs. Euh, c'est l'occasion aussi de profiter de la plateforme de l'Association internationale de l'eau pour les échanges, que ce soit dans la région ou sur un plan international. Et justement, l'Association internationale de l'eau offre plusieurs opportunités euh, pour les gens qui sont intéressés. Il y a la possibilité de rejoindre en tant que membre qui offre, ce qui offre l'accès à plusieurs ressources en ligne, mais aussi des conférences, des événements auxquels on peut participer. Il s'agit surtout d'événements bon, qui traitent de tous les sujets de l'eau. Et voilà, donc c'est une grande plateforme, c'est une association qui existe dans beaucoup de pays. Voilà, donc le chapitre marocain, jusqu'à présent, là, il est né en 2023 et nous avons eu cette expérience de webinaire qui a été un succès jusque-là. Le dernier webinaire qu'on a réalisé était un webinaire sur les khtara au Maroc. Et on a eu une chercheuse qui a traité le sujet. On a fini par aboutir sur des recommandations pratiques. Donc, notre approche en général, c'est une approche orientée action concrète. On cherche vraiment à concrétiser les solutions qu'on propose pour donner justement une voix aux jeunes et dire que les jeunes peuvent aussi proposer. Et voilà, donc ce webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité. Aujourd'hui, on va traiter un sujet en relation avec la modélisation du traitement des eaux usées avec notre doctorante Fatem Zahra El-Zahraoui. Je laisse quand même la parole à Imen Kamal, notre vice-chair, pour présenter un peu la thématique et présenter notre speaker d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Talha. Alors, comme tu as dit, donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'utilisation du traitement des eaux usées, qui joue un rôle crucial dans l'optimisation du dimensionnement, du renforcement et de l'exploitation des stations d'épuration des eaux usées. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons voir un exemple de STEP, de station d'épuration. Il s'agit de la station d'épuration au nord de Toronto. Euh, donc justement, c'est un exemple qui sera exploité pour montrer comment la modélisation peut être utilisée pour explorer les possibilités de mise à niveau. Euh, voilà, donc ce webinaire mettra en lumière comment les simulateurs de modélisation peuvent être utilisés justement pour analyser les performances des installations dans différentes conditions de processus, de technologie et de configuration afin d'atteindre une opération efficiente tout en assurant la conformité aux réglementations environnementales. Donc, pour nous présenter tout ça, euh, accueille c'est Fatem Zahra Zahra, qui est, en fait, c'est ma collègue avant tout. Donc, c'est une doctorante et assistante de recherche à l'Université métropolitaine de Toronto. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en génie électrique
de l'École nationale supérieure de Rabat, ainsi que d'une maîtrise en sciences appliquées en génie civil, avec une spécialisation en traitement des eaux usées de l'Université métropolitaine de Toronto. Alors, avant ces études de maîtrise, donc l'expérience pratique de Fatima Zahra au sein de l'ONE, donc c'est l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, a suscité sa passion pour le génie des eaux, en particulier pour les processus innovants de traitement des eaux usées. Tout au long de son parcours de recherche, Fatima Zahra a joué un rôle essentiel en tant que membre de l'équipe collaborative du laboratoire de recherche sur l'eau et la récupération des ressources, qui est dirigée par le professeur Rania Hamza de l'Université métropolitaine de Toronto. Ses contributions ont été reconnues par divers prix, dont la bourse d'études supérieures de l'Ontario, la bourse de la reine Elisabeth II en sciences et technologies, ainsi que le prix du meilleur article étudiant lors de la conférence annuelle 2023 de la Société canadienne de génie civil. Donc, ce sont des distinctions qui soulignent son engagement à faire progresser le domaine du génie environnemental et sa détermination à promouvoir l'innovation et l'excellence dans les pratiques de traitement des eaux usées. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Fatima Zahra pour nous présenter son sujet. Merci beaucoup Iman. Merci tout le monde. Merci le comité organisateur. Merci Iman pour cette introduction. Je te remercie. Merci Talha, merci Adil. Et merci à l'audience pour la présence. Et merci à tout le monde pour cette occasion. Et j'espère que cette présentation va plus ou moins éclaircir des points ou susciter des points de discussion, etc. Donc, mon PC vient de redémarrer. J'espère qu'il va marcher cette fois-ci. Voilà, donc, share screen. Voilà, donc, j'espère que vous voyez les diapos. Oui, c'est bon. OK. Donc, je suis Fatima Zahra Zahraoui et je travaille actuellement dans l'Université métropolitaine de Toronto avec le professeur Rania Hamza. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats du travail qu'on a fait pour la modélisation du traitement des eaux usées pour l'étude de cas de la station du traitement de nord de Toronto au Canada. Donc, je propose ce sommaire. On va commencer par une introduction et un peu de contexte sur le traitement des eaux usées, l'objectif de l'étude et ensuite la méthode et les résultats les plus importants. Et on va terminer par une conclusion rapide. Donc, j'ai mis ici une introduction pour le traitement des eaux usées. Pourquoi on fait le traitement des eaux usées? C'est pour éviter de voir des paysages qui sont comme celui-là dans la photo, où on voit l'eau qui est très polluée, les poissons morts qui flottent à la surface, etc. Donc, parmi les impacts négatifs de rejet direct des eaux usées sans être traités, c'est que ça encourage la prolifération des algues et des bactéries qui sont nuisibles à l'environnement et à la santé humaine. Et ces algues-là sont, par exemple, parmi les effets, c'est que quand vous rejetez des quantités très importantes de matière organique, de carbone, phosphore et azote, etc., quand ils sont disponibles en excès à ces algues et ces bactéries, eh bien, c'est une occasion pour se reproduire d'une façon qui n'est pas naturelle et ça consomme tout l'oxygène qui existe dans l'eau. L'oxygène, normalement, c'est de l'ordre de 6 à 8 mg par litre et donc en présence, en excès de ces bactéries, ça peut aller jusqu'à des niveaux indétectés d'oxygène, donc la mort de la vie aquatique, etc. Donc, c'est ça l'objectif principal des stations d'épuration, c'est de réduire ces sources de pollution qui existent dans l'eau avant d'être rejetées dans la nature. Récemment, les stations d'épuration sont vues d'une manière différente, donc pas uniquement traiter les eaux usées et pour rejeter des eaux qui sont conformes aux normes, etc., mais aussi de voir et examiner des opportunités de récupération des matières valorisées, soit on valorise l'eau
pour être destiné directement à la consommation, encore une fois, ou valoriser par exemple du plastique qui est biodégradable, valoriser le phosphore, etc. La recherche, elle est toujours active pour que ces produits-là soient compétitifs par rapport aux autres sources. Donc, voilà une introduction au traitement des eaux usées. J'aimerais présenter ce diagramme-là qui représente la situation de traitement de l'eau au Canada. Donc, c'est la distribution des différentes étapes de traitement aux différentes provinces du Canada. Et on peut voir qu'il y a des provinces qui se limitent au traitement secondaire. Il y a des provinces qui ont beaucoup de pourcentage de traitement primaire uniquement, donc l'eau n'est pas traitée complètement. Et le traitement tertiaire, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que toutes les provinces adoptent à 100% le traitement tertiaire, qui est l'étape finale du traitement des eaux. Ce graphe-là est la même idée, mais cette fois, c'est par rapport au Canada globalement. Donc, en 2017, on a encore le traitement primaire qui est à 30%. Encore, 30% de stations se contentent du traitement primaire. Uniquement un peu plus de 20% de traitement tertiaire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et on aimerait voir ces barres-là complètement bleues, c'est-à-dire toutes les eaux sont traitées d'un traitement plus ou moins poussé. Le premier challenge ou le challenge principal pour ne pas traiter les eaux usées jusqu'à la fin, l'étape finale, c'est que le traitement des eaux, il est coûteux. Donc, ça coûte très cher. Ici, l'exemple d'une station ou bien de l'ensemble des stations de traitement qui existent à la ville de Toronto. Le traitement des eaux, il est le second consommateur. Ça vient directement après le transport TTC. C'est le transit, le transport, etc. Donc, il est le second consommateur avec plus de 20% d'usage d'énergie. Donc, c'est beaucoup. Et en ce qui concerne l'impact sur l'environnement, il est le premier émetteur des gaz à effet de serre dans la ville. Donc, il y a des opportunités d'amélioration au niveau environnemental et au niveau économique. Voilà, donc si on veut améliorer le traitement des eaux usées, il y a beaucoup de dimensions. Soit on peut améliorer les technologies qui assurent le traitement, soit on peut améliorer le procédé lui-même, soit on peut voir ou explorer certaines sources renouvelables ou certaines sources qui sont plus ou moins coûteuses. Donc, si on prend par exemple quel est le consommateur d'énergie? Le premier consommateur d'énergie dans toutes les stations conventionnelles de traitement des eaux usées, c'est l'aération. Donc, l'aération représente environ 40-50% de consommation d'énergie. Si on veut, par exemple, optimiser l'aération, il y a les technologies, il y a les compresseurs, il y a les diffuseurs. Donc, soit on installe des compresseurs qui ont des rendements meilleurs, qui ont plus de rendements, qui peuvent fournir plus d'air avec moins d'énergie, qui peuvent, donc voilà, des diffuseurs par exemple, qui peuvent, donc c'est quoi un diffuseur? C'est le dispositif qui est connecté au tuyau d'air et qui permet de diffuser l'air à travers le liquide pour permettre plus, ou bien le maximum de contact d'air avec le liquide. Donc, ces diffuseurs, s'ils sont manufacturés d'une manière à générer des bulles qui sont très fines, par exemple, là, on peut optimiser sur l'aération en matière de technologie. On peut optimiser encore le procédé. On peut voir par exemple des procédés qui requièrent moins d'aération, donc moins d'aération pour le même rendement, soit optimiser la configuration, soit encore optimiser le procédé lui-même. Il y a un type de recherche qui est en cours et qui sont en train de voir
comment on peut éliminer la pollution avec moins d'air, donc ou également dans des étapes de traitement en absence de l'air. Donc on cherche à promouvoir certains types de biomasse qui fonctionnent en absence de l'air. On peut aussi optimiser au niveau de l'énergie. Donc, comme vous le savez, le photovoltaïque, la cogénération, l'exploration du biogaz dans la digestion anaérobie, etc. Donc, il y a plusieurs opportunités sur plusieurs aspects. J'ai voulu citer la contribution de la modélisation avant de commencer. La modélisation, elle sert dans plusieurs domaines à optimiser en matière d'expérience, en matière de coût d'expérience. On peut faire beaucoup de choses juste dans les jumeaux numériques, digital twins. On peut faire beaucoup d'expériences qui nous coûtent moins en termes de temps et en termes de coût d'opération. Là, c'est un graphe qui représente la contribution des publications et qui ont avec la modélisation. Donc là, Web of Science, c'est une base de données qui regroupe les publications du monde entier. Donc, j'ai fait une recherche en tapant wastewater model and mot-clé usé traitement. OK, wastewater model and treatment. Les publications, donc si le nombre augmente, ça veut dire que l'intérêt aussi, il est en train d'augmenter. La modélisation, elle est utilisée pour concevoir de nouveaux systèmes, optimiser des systèmes existants ou suggérer des approches de contrôle des steppes. Donc, on peut voir l'effet, par exemple, la recirculation des boues dans l'intérieur de la steppe. On peut voir l'effet de minimiser ou maximiser l'air, etc. Donc, tout ça, on peut le faire sur les simulateurs. Les simulateurs que j'ai travaillé avec, c'est BioWin de la société Envirosim. Et c'est un simulateur qui fonctionne avec la modélisation mécaniste, c'est-à-dire la modélisation qui vise à comprendre ce qui se passe dans le système et le modéliser par des équations mathématiques pour un rapprochement de la réalité à travers les équations mathématiques qui essayent de décrire ce qui se passe, que ce soit la sédimentation, par exemple, tout ce qui est physique, biologique, chimique. Voilà, donc là, c'est un aperçu de la station du nord de Toronto. C'est une station qui travaille avec boue activée, plus l'élimination chimique du phosphore et l'épaississement simultané des boues dans les réservoirs primaires. On va voir ça plus en détail par la suite. Donc ça, c'est la station, elle est à côté de ce cours d'eau. Il n'est pas très bien clair, donc la végétation cache le cours d'eau, mais c'est une rivière là où la station décharge les effluents. La capacité nominale de la steppe, c'est 45 millions de litres par jour, mais elle traite actuellement 18 millions de litres par jour uniquement parce que le procédé est limité, donc dû à la limitation du procédé actuel. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à niveau la steppe pour être capable de traiter 45 millions de litres par jour. Le plan est celui-là, développer un modèle, l'étalonner par des prélèvements réels et des mesures, et tester le modèle. Ensuite, utiliser le modèle pour évaluer ou examiner les performances de différentes alternatives. Et ensuite, sélectionner la meilleure alternative parmi celles qu'on a testées. L'objectif, ou bien la meilleure alternative par rapport à quoi? Premièrement, le coût. Et deuxièmement, la conformité aux normes qui sont stipulées par le ministère de l'Environnement. Principalement les matières en suspension, la DBO5, donc la demande biochimique en oxygène dans 5 jours, le phosphore total, le pH et l'ammoniac. Voilà, donc c'est l'aperçu de proche de la steppe. On a l'influent qui part de cette direction. Il part
premièrement dans ce qu'on appelle en Maroc des fosses abattoirs. Donc ces bassins-là servent à éliminer tout ce qui est solide, tout ce qui est cailloux ou grands objets, etc., qu'on peut trouver dans les eaux usées. Et ça sert à protéger les bassins primaires et les ouvrages hydrauliques dans les bassins primaires. On a par la suite les bassins primaires, 4 bassins primaires qui fonctionnent en parallèle. Donc le débit il est divisé par 4 sur ces 4 bassins primaires. Ensuite, il part au bassin d'aération. On a 8 bassins d'aération qui opèrent en parallèle aussi. 8 bassins d'aération qui ont la forme là, ce qu'on appelle plug flow. Donc c'est des bassins qui ont une largeur très inférieure à la longueur, donc longueur très supérieure à la largeur, et c'est assez pour l'efficacité du traitement et pour éviter les courts-circuits. Donc, idéalement, on veut que chaque particule d'eau passe le plus long chemin possible dans le bassin. Dans tout type de bassin, que ce soit primaire, secondaire ou même tertiaire. Donc, les boues qui sont issus de ces bassins d'aération, ils partent dans des clarificateurs secondaires pour, bien entendu, pour la sédimentation des solides, séparation liquide-solide. Ce liquide qui est la fin du traitement secondaire, il est mixé avec du chlore et il fait son chemin, tout ce chemin-là, qui représente donc tout ce chemin, toute cette distance lui offre un certain temps de rétention avec le chlore pour désinfection. Ces bassins-là sont des bassins de déchloration, donc tout le chlore résiduel, une fois l'eau est désinfectée, on doit éliminer le chlore avant de rejeter dans la rivière parce que le chlore, il est toxique pour les poissons. Il y a des bassins de débordement, des digesteurs anaérobies, etc., mais on est plus intéressé à la phase de traitement secondaire. Le modèle de la station, il est comme le suivant, sous le logiciel Bywin. Donc, on a modélisé les effluents primaires. Donc, comme on était intéressé à cette phase-là, les bassins d'aération, on a considéré l'effluent primaire comme notre première source de liquide et on a fait une campagne d'échantillonnage pour mesurer la qualité de l'eau à ce point-là. On a fait des mesures occasionnelles pour l'effluent entrant, influent. On a mesuré l'effluent entrant, l'effluent primaire, la boue qui sort des bassins d'aération. On a aussi mesuré la boue qui sort des clarificateurs secondaires pour calibrer le modèle. Donc, on a mesuré les solides en suspension ici et aussi on a mesuré la qualité de l'effluent final. D'abord, la durée d'échantillonnage, c'était 4 semaines et on a fait un échantillonnage ponctuel, c'est-à-dire grab samples. On prend directement notre échantillon et on l'apporte au lab pour les tests. On a testé ou bien échantillonné minimum 3 fois par semaine et dans le lab de l'université. Et on a fait les tests minimum en doublon, c'est-à-dire 2 copies par test minimum. On a testé selon le schéma suivant. Donc, on a testé sur le schéma l'effluent primaire qui est homogène. Donc, on a testé tout ce qui est total, la demande biochimique en oxygène, la demande chimique, l'azote, le phosphore et l'alcalinité. On a aussi testé sur l'effluent qui est filtré pour pouvoir caractériser l'effluent, mesurer ce qui est soluble et ce qui est solide. Parce que les matières qui sont solubles et qui sont très ou bien facilement dégradées, ça demande moins de temps que les matières qui sont solides et qui nécessitent beaucoup plus de temps pour être dégradées par la biomasse. Donc, on a mesuré, comme j'ai dit, DCO, DBO, l'azote, phosphore et pH. Donc, principalement, c'est
ces tests, plus les solides en suspension, dans l'influent primaire, dans l'influent final et, dans l'effluent final et dans les boues. Donc, on a développé le modèle dans BioWin. On a fait la caractérisation des eaux usées. Et BioWin, c'est un logiciel qui a des concentrations qui sont par défaut. Donc, si par exemple, vous n'avez rien, aucune donnée de votre, de votre eau usée que vous voulez faire une station pour, donc vous pouvez travailler avec des valeurs qui sont par défaut, mais ces valeurs, c'est des valeurs typiques pour les eaux usées municipales. Et si on veut caractériser de proche, si on veut voir avec précision ce qu'on a, il faut faire des mesures pour adapter pour adapter votre système, pour ne pas travailler avec ce qui est par défaut, pour avoir des valeurs plus proches. Donc, si vous pouvez voir ici, la valeur par défaut, c'est 500 pour la DCO, mais ici, on a trouvé environ 300. C'est un peu loin parce que nous avons travaillé avec l'effluent primaire. Donc, l'effluent primaire, c'est une eau qui a décanté. Donc, beaucoup de solides ont été éliminés dans l'étape de la décantation primaire. Donc, normalement, on doit espérer une DCO ou bien un niveau de pollution qui est moins que celui d'une eau qui n'a pas été sédimentée, donc d'une eau qui est brute. Donc, on a fait notre caractérisation de l'effluent primaire. On a caractérisé toutes ces valeurs-là. Et il y a aussi des paramètres que le simulateur calcule lui-même. Donc, il a des coefficients internes. Il a une combinaison de paramètres qui sont déjà prédéfinis. Donc, on ne peut pas tout mesurer. On ne peut pas mesurer les paramètres cinétiques et stoichiométriques. Donc, il y a des valeurs qui sont quand même qui ont été gardées intactes. On a changé ce qui est courant et ce qui est fréquemment changé. C'est la qualité de l'eau qu'on reçoit. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a calibré le modèle, on a étalonné le modèle en régime permanent. C'est-à-dire, on a fait un tour de simulation et on a ajusté un petit peu les paramètres cinétiques et stoichiométriques qui sont dans le simulateur et on a obtenu une différence relative pour chaque paramètre. Cette différence, elle est de 20% entre ce qui a été prédit, donc calculé par BioWin et ce qui a été mesuré soit dans notre campagne d'échantillonnage, soit par les données qu'on a reçues des mesures qui sont routinières, qui sont faites par le staff de la station. Après ça, on a testé le modèle, on a testé dans ce qu'on appelle les simulations dynamiques. Donc, la concentration de l'effluent entrant n'est plus constante, elle change avec le temps. Puisqu'elle change avec le temps, alors la concentration de l'effluent final va changer aussi. Et on a ici les points qui sont en jaune, donc c'est les points qui sont mesurés. Et le graphe qui est en rouge, c'est le graphe qui est fourni par le simulateur. Les courbes qui sont en haut et en bas, c'est les courbes limites, donc plus et moins 40% pour la simulation dynamique. Donc c'est ça, si vous pouvez dire, que c'est la tolérance de ce qui est espéré. Donc, il faut que le graphe, il faut que ce qu'on obtient du simulateur, il faut qu'il soit proche des points qu'on a mesurés actuellement, qu'on a mesurés réellement dans notre effluent final.
Donc, une fois nous avons eu notre modèle testé, validé, etc., on a changé l'intérieur, donc on a changé la partie des bassins d'aération pour configurer les différentes technologies. Donc, on a testé bout activé conventionnel, on a testé Ludzak et Ettinger. Donc, cette technologie, c'est uniquement installer une partie qui n'est pas aérée au début, de l'aération. Donc, l'effluent qui est mixé avec la boue. Donc, normalement, comment ça se passe dans la boue activée? On a les bassins d'aération et à la sortie des bassins d'aération, le liquide part dans les clarificateurs secondaires et on a une séparation. La boue, elle revient et revient et part dans les bassins d'aération et se mélange avec l'effluent entrant. Et le liquide qui a été séparé ici dans les clarificateurs, il part pour être rejeté. Il y a une portion à chaque fois, où on continue, il y a une portion de boue qui est éliminée parce que, comme on le sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on a ici un liquide qui est pollué, plus l'air, c'est les éléments essentiels pour la biomasse, pour les micro-organismes pour se reproduire. Donc, les micro-organismes, c'est la boue. Donc, la boue, c'est 80% micro-organismes. Donc, toute cette pollution qui est là, elle est utilisée par la biomasse pour se reproduire. Et donc, on a des quantités de boue qui s'augmentent en continu. Donc, on recycle ce qu'on veut pour dégrader encore ce qui va arriver. Et tout ce qui est en excès, on l'élimine à travers celui-là, waste, c'est le nom de la boue qui est éliminée. Donc voilà, j'ai tardé sur ce point, mais je crois que ça aide à comprendre comment ça marche pour les stations d'épuration. Donc on a essayé différentes configurations d'après la littérature et on a essayé une autre technologie qui s'appelle les réacteurs à biofilm aérés à membrane. MABR. La technologie, elle consiste à retenir une portion de la biomasse euh, sur le dessus, au-dessus des membranes. Il y a des membranes qui sont installées à l'entrée des bassins d'aération. Ces membranes-là, elles retiennent la biomasse, le biofilm, et elles permettent de fournir l'oxygène, fournir l'air de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Cette technologie donc c'est une technologie qui est prometteuse et qu'on a voulu tester aussi. La dernière la configuration, c'est uniquement celle-là, plus une combinaison avec celle-là. Donc, une phase anoxique au début des aérateurs, au début des bassins d'aération. On a examiné les technologies ces configurations sous le débit actuel et sous le débit nominal, donc le débit augmenté, sous la température de l'été et aussi en hiver, donc pour tester toutes les conditions. Et on a conclu que cette configuration-là, Ludzak et Ettinger, donc la pré-anoxique zone, elle était avec celle-là, le MABR. Ces deux-là sont les technologies qui ont opéré le mieux. Donc, on a gardé toutes ces deux et on a fait une analyse sur la performance ou bien sur l'opération des clarificateurs secondaires. Donc, pour analyser comment un clarificateur secondaire travaille, on a fait ce qu'on appelle state point analysis, donc l'analyse des points d'état. Pour chaque clarificateur, on a besoin de ce graphe-là. Ce graphe-là, ça représente la biomasse que vous avez, mixed liquor, donc la boue qui sort des bassins d'aération, plus ce graphe, plus la boue, plus ce liquide, il se sédimente rapidement. Donc, ce qu'on veut, on veut un liquide qui peut se décompter rapidement.
pour ne pas rester dans le clarificateur pour une longue durée. Qui dit durée, dit volume. Donc, si vous voulez séparer le liquide et la boue pour un certain temps, vous avez besoin d'un volume X, mais si ce liquide a besoin de plus de temps pour se séparer, donc vous avez besoin d'augmenter le volume pour permettre ça. Donc, plus cette courbe elle est élevée, plus c'est bien. Et on a aussi besoin de ces deux graphes, donc ça représente l'underflow, donc le débit de la boue, plus ça a une relation avec le clarificateur lui-même, la dimension ou bien la géométrie du clarificateur. Donc ces deux courbes-là doivent tomber au-dessous de cette courbe de biomasse. Et cette ligne doit être toute complètement au-dessous de la courbe. Donc là, on voit que c'est un peu critique. Donc pour d'abord, je vais vous dire que ce graphe, c'est pour le Jack Ettinger, donc c'est pour activer plus zone pré-anoxique. Et cette courbe ou bien ce graphe, c'est pour la MEBR. Donc pourquoi on voit que le state point analysis ici il montre que les clarificateurs dans ce cas vont bien opérer, donc vont mieux opérer que dans ce cas, parce que les clarificateurs vont être moins chargés. Une grande partie de la biomasse va être retenue dans les bassins d'aération et on aura besoin de recycler moins de boue, donc charger moins les clarificateurs finaux. Donc, on peut dire que celle-là, elle ne nous offre pas un facteur de sécurité. Donc, on a besoin d'un facteur de sécurité pour travailler avec cette option. Et si on veut travailler, donc on veut laisser les clarificateurs soulagés, on peut adopter celle-là. Mais là, on a besoin d'une évaluation financière pour pouvoir décider. Parce que, bien entendu, cette technologie, ça a besoin d'installer des cassettes à membrane. Donc, c'est beaucoup plus cher que... désolée, c'est beaucoup plus cher que de prévoir des zones qui ne sont pas aérées. Donc, on va besoin uniquement d'une séparation pour créer cette zone qui n'est pas aérée, plus des mixeurs, et bien voilà. Donc, à ce point-là, c'est à la municipalité de décider par quelle technologie ou bien quelle technologie adopter. Donc, j'arrive à la fin de la présentation. Donc, une conclusion que cette étude nous a permis de réaliser une campagne d'échantillonnage pour caractériser notre effluent. On a pu valider et tester notre modèle et on a pu analyser la performance de la STEP sous un débit actuel et un débit nominal. Et on a pu voir les opportunités ou bien les possibilités d'optimisation et d'intensification de procédés grâce à la simulation et la modélisation. Donc, cette étude de cas nous montre quelle est l'utilité de la modélisation pour soutenir la prise de décision et la gestion des steps. Donc, si vous avez, merci, je touche à la fin de la présentation. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes arrivé à m'entendre durant la présentation? Oui, Fatima, on D'accord. t'a bien entendu. D'accord. Il y a juste un problème de son, je pense, parce que j'entends de l'écho.
En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. C'était très riche et je ne sais pas si Talha ou bien Adil, si vous avez des commentaires avant de passer à la session Al- des questions-réponses. Alors, bon, pas spécialement de commentaires. Euh, Peut-être j'ai des questions juste par rapport à la méthode de réalisation du travail. Euh, euh, Surtout par rapport au choix de comparer les deux méthodes, Lutza-Kettinger et MABR. Euh, j'ai j'ai pas vu le passage des 4 ou 5 méthodes, euh, c'est-à-dire à la comparaison entre les deux méthodes. Est-ce que peut-être Fatoumza peut revoir rapidement ce passage? Je pense qu'elle a comparé les indicateurs, mais est-ce que Fatoumza a vu bon, l'ensemble des indicateurs à travers une moyenne peut-être ou une classification des indicateurs importants, ou bien est-ce que c'est dans l'ensemble les deux méthodes ont présenté de meilleurs résultats? Voilà. D'accord, merci. Merci pour la question. Donc, je suis passée rapidement sur ces tableaux-là, mais je peux y revenir. Donc, si on voit chaque configuration séparément, donc pour celle-là, la boue activée conventionnelle, voilà la deuxième option, le Lutz-Oettinger. This is a modified Lutz-Oettinger et le MABR. Donc, si vous pouvez par exemple voir donc, là combien comment on peut analyser ce tableau. Là, c'est les conditions d'opération, les premières lignes. Et les dernières lignes, c'est la qualité de l'effluent que chaque technologie offre. Donc, on a besoin de beaucoup de recirculation de la boue pour avoir un effluent qui est acceptable. Donc, on a fait comment on a harmonisé toutes ces options. On a essayé d'avoir plus ou moins un taux ou bien une concentration de matière en suspension qui est plus ou moins égale qui est plus ou moins égale et qui est en même temps inférieur à l'objectif qui est 15 mg par litre. Donc, on a décidé, donc 9 mg par litre, 9-10, c'est accepté. Donc, une fois on a fixé les matières en suspension à cette valeur-là, pour arriver à cette valeur-là, pour boue activée conventionnelle, on a dû recirculer la boue à 20 pour le clarificateur, le premier clarificateur 14 000 mètres cubes par jour, pour l'autre 26 000. Donc, déjà, la circulation, ça demande beaucoup. Donc, qui dit circulation dit coût de circulation, les pompes, etc. Donc, aussi, du moment où on circule, on doit éliminer plus, donc plus de recirculation, plus d'élimination de boue. Ce paramètre-là, c'est le solid retention time, le temps de rétention des solides. Il est bien pour toutes les 4 options, mais celui-là, 5 jours, c'est un peu critique. Donc, 5 jours, on ne peut pas aller en dessous de ça, 5 jours. Donc, ce qui est typique pour les stations d'épuration, c'est un temps de rétention entre 5 et 12 jours, ou bien 15 jours. Aussi, on doit injecter plus de chlorure de fer pour faire la flocculation. On doit, là, puisque c'est aération complète, donc tous les bassins vont être aérés, donc ça offre le meilleur taux d'élimination d'ammoniac. Mais en contrepartie, ça nous donne beaucoup de nitrate. Si vous voyez ici, 25 mg par litre, c'est beaucoup. Encore, le taux, donc
quand vous augmentez le nitrate, vous augmentez l'azote total. La DCO, elle est un peu similaire. Et la DBO, elle est aussi similaire. Donc on a éliminé, principalement, on a éliminé ce choix parce que ça donne beaucoup de nitrate et ça demande beaucoup de recirculation. Donc c'est comme ça qu'on a analysé chaque option séparément. Donc si on a éliminé celle-là, si on voit celle-là avec Modified Ludzak-Oettinger, on voit que là, ça ne donne pas beaucoup là, ça ne donne pas grand-chose, mais ça nécessite, dans la configuration elle-même, ça nécessite une recirculation interne, donc additionnelle, donc coût additionnel et complexité additionnelle. Donc, il n'y a pas grand-chose ici, parce que donc, ça, c'est pas très distingué des autres options. Donc, c'est comme ça. L'approche de la comparaison, c'est quelque chose comme ça. Et puis pour les autres saisons et pour le débit actuel. Donc ça, c'est le débit nominal. On a aussi comparé pour un débit qui est moins de 45 millions de litres par jour. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Merci. Peut-être on va prendre quelques questions. On se rapproche assez rapidement vers la fin du temps alloué au webinaire. Donc, on a une question de Abel Oswald Wend. Yam. Au regard du coût élevé des traitements en termes de consommation d'énergie, n'y a-t-il pas la possibilité de faire recours à des procédés de traitement naturels, comme les lits de séchage? Quelles sont les valeurs des paramètres tels que le DBO5 et la DCO admise pour les flux traités? Ok. Donc, merci pour la question. Donc, il y a ces deux questions, si j'ai bien compris. Pourquoi on a recours à l'usage d'énergie? Pourquoi ne pas traiter naturellement? Et la deuxième question, c'est... Donc, on va répondre d'abord à la première question. Voilà, où est Donc, les traitements en général, les traitements des eaux usées, pourquoi on recourt à l'usage d'énergie? C'est pour intensifier le procédé. Donc, si on fait des technologies naturelles, j'ai en tête l'exemple du lagunage naturel. Donc, là, le lagunage naturel, ça consiste à bâtir uniquement des bassins, un bassin anaérobie, un bassin facultatif, et puis les lits de séchage, etc. Donc, c'est une technologie naturelle qui, euh, qui donne un niveau de traitement, mais avec des coûts qui sont le volume. Donc, si vous voulez traiter, j'imagine, 45 millions de litres par jour avec un lagunage naturel, donc ça va nécessiter donc, un village en surface. Donc, vous avez besoin de beaucoup de surface et donc, c'est pas pratique. Et puis, si vous voulez fournir l'énergie, c'est pour intensifier le procédé. Donc, fournir plus d'air que le naturel. Donc, aérer avec des bulles pour rendre... donc, pour ce qui est naturel, pour le lagunage naturel, l'aération se fait dans les bassins facultatifs. Donc, c'est le contact de l'air avec la surface. La surface des bassins. Mais là, vous voulez que tout le volume soit en contact avec l'air, donc il faut fournir de l'air partout dans le volume. Donc la façon la plus simple, c'est d'aérer du, du, euh, du, euh, du- comment ça, le bottom? du, voilà, donc il m'échappe Du bas le mot. peut-être? Du bas. Du Le bas, fond voilà. du Du bassin. bas du bassin, voilà, du bas vers Le le fond. haut, c'est là l'aération la plus simple et la plus efficace. La deuxième question, quel est le niveau de traitement exigé pour la DBO? C'est ça la question? C'était quelles sont les valeurs des paramètres tels que la DBO5 et la DCO admises pour les fluents traités? Ah, ah. D'accord, donc j'ai encore les slides qui se voient. Donc,
où est le tableau que j'ai? Donc, le niveau, c'est à 15 mg, mais ça, c'est le niveau qui est pour cette station. Mais pour le cas fédéral, c'est 25 mg par litre. Où est le tableau? J'ai oublié. Donc, c'est l'objectif, voilà. L'objectif. La DBO, 15 mg par litre, les matières en suspension, 15 mg par litre, ça c'est l'objectif. Donc comment ça marche aux villes du Canada? On a des lois qui sont, ou bien des régulations qui sont au niveau fédéral. Donc au niveau fédéral, la régulation, la loi, c'est 25 mg par litre. Donc aucune station qui fonctionne, par laquelle la population est raccordée, etc. Donc, toutes les stations doivent respecter 25 mg par litre. Mais ces stations-là, il y a encore des exigences spéciales pour chaque province et pour chaque ville. Pour la ville de Toronto, il y a le ministère de l'Environnement qui accorde des permis spécifiques. Pour chaque station, elle a son propre permis parce qu'elle est raccordée à une propre parce qu'elle est située dans une zone qui est spéciale. Donc, s'il y a une station qui rejette dans les rivières, c'est pas la même chose que les stations qui rejettent dans les lacs ou dans la mer. Donc, pour chaque station, elle a son propre permis. Généralement, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas une grande différence entre une station et une autre. J'espère que j'ai répondu. Excellent, excellent. Je pense à Merci. Adil a peut-être un commentaire, une question. Merci Sitalha. Je vous remercie encore une fois la Fatima Zahra pour accepter notre invitation et de nous partager avec nous cette présentation et leur expérience dans le domaine de traitement des eaux. Mon question, c'est plus ou moins similaire de telle qui est déjà posée par Monsieur Talha. C'est que ces simulations ou bien ces alternatives et leurs tests, est-ce qu'il y a déjà validé par des résultats concrets ou bien des exemples réels? Et c'est quoi comment on dit, la simulation le plus adéquate en termes de coût et en termes d'efficacité? Donc, vous avez déjà mentionné, je pense, 3, 4 ou bien 5 simulations. Donc, à votre avis, le marché marocain, vous avez déjà expérience professionnelle ici au Maroc. Donc, en termes de coût, en termes d'efficacité, c'est quoi la simulation ou bien la modélisation le plus adéquate pour que on arrive à recevoir des résultats de traitement des eaux, comment on dit, compatibles et amis à l'environnement? D'accord, merci pour la question. Donc, si j'ai bien compris, quelle est l'option que vous voyez que ça va être appliqué pour le moindre risque et la meilleure performance? C'est ça la question? Oui, exactement. D'accord. Donc, personnellement, je crois que cette option-là, l'Uzak et Tinga, elle est facile. Elle est facile du moment où ça ne requiert pas des ouvrages complexes, par exemple les cassettes MEBR. Donc, cette technologie-là, donc, comme résultat des simulations, on a vu que celles-là, B et D, ce sont les options qui ont offert des performances, les meilleures performances. Donc, si on veut partir avec celle-là, je vois que c'est facile. Ça ne nécessite pas un training de la staff, ça ne nécessite pas d'expertise. Donc, il faut juste investir dans des diffuseurs qui sont c'est-à-dire les dernières technologies de diffuseurs. Il y a des diffuseurs avec lesquels on travaille maintenant, c'est des diffuseurs à membrane. Donc, ça donne des bulles qui sont très fines et donc ça donne beaucoup d'optimisation au niveau de l'énergie, au niveau de la performance. Donc, si on veut
si on veut adopter celle-là, je ne vois pas de risque. Si on veut partir avec cette option, ce serait par exemple, ce serait bien de tester sur des steps qui sont plus ou moins importantes ou bien qui sont relativement petites. D'ailleurs, c'est ce que le Maroc fait quant aux nouvelles technologies. On teste on teste donc ce qu'on appelle des stations pilotes. Donc, on attend avoir un retour d'expérience pour extendre ou bien pour euh, appliquer sur les autres stations qui sont plus grandes et qui nécessitent plus d'investissement. Donc, je pense que celle-là, elle est très simple. Et celle-là, on a besoin de tester déjà, le MABR, il n'est pas bien établi. Déjà, elle est en cours d'amélioration par les sociétés et il n'est pas encore établi au Canada. Il y a cette station-là que je travaille avec. Ils vont installer ces cassettes pour uniquement deux réservoirs sur 8 et ils vont voir comment ça marche. Si ça marche très bien, ils vont faire pour des stations plus grandes parce qu'il y a des stations qui travaillent avec 800 millions de litres par jour. Elles sont très grandes, donc il faut tester d'abord sur des stations relativement petites pour décider. Donc, c'est comme ça que ça marche, je crois, au monde entier. Il faut d'abord avoir un retour d'expérience avant de se lancer dans des technologies qui sont différentes et nouvelles. Parfait, merci. Merci Fatem Sarah. On a peut-être une dernière intervention de Wael Mohamed avant de conclure, peut-être. Attends, je dois autoriser le micro. Voilà. Oui, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Très rapidement, je pense qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Mais une question très rapide, mais avant cela, je remercie Madame Zaraoui pour la présentation. C'était très intéressant. Alors, dans la modélisation qui a été faite, on a quand même figé le paramètre de la qualité de l'eau usée qui rentre dans la station d'épuration. Alors, ma question, est-ce que vous avez observé durant les prises de mesure ou durant votre travail qu'il y avait une certaine saisonnalité sur la qualité de l'eau en entrée, ou bien il y avait une tendance de fond durant les dernières années? Et s'il y a une forme de cyclicalité de la qualité, ou bien une tendance en termes de dégradation, une amélioration des eaux usées en entrée, comment ce paramètre affecte la modélisation que vous avez faite? Merci. Merci pour la question. Merci, c'est une question très intéressante. Donc, je vais essayer de répondre rapidement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a observé pendant la prise d'échantillons? On a fait deux tests de qualité. Donc, on a examiné d'abord les concentrations qu'on a eues, c'était consistant. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On a mesuré durant le mois de juillet-août. Donc, il n'y avait pas beaucoup de changements. Mais là, c'est vrai, il vient la question qu'en est-il pour l'hiver? Comment ça va changer? On a, on a fait une analyse sur les données d'entrée qu'on a eues de la station. J'espère que j'ai un exemple dans les slides additionnels. Donc, le changement, il n'y a pas grand-chose dans le changement. Donc, on a... voilà, donc je pense que ce tableau peut faire l'affaire. Donc voilà un aperçu ou bien un sommaire de la moyenne des mesures qu'on a eues, l'upper and lower 95% limits. And, donc, on a fait un cleaning, un nettoyage de données pour toutes les données qu'on a reçues de la STEP. Et les concentrations ont un petit peu changé quand on a éliminé toutes les outliers, on a éliminé toutes les valeurs qui sont bizarres. Mais ça, on l'a fait dans une étape où on a voulu dimensionner en utilisant les données d'entrée telles quelles ou bien telles qu'elles étaient reçues de la STEP.
Quand on a fait dommage, j'ai pas une slide pour ce que j'ai eu pendant la campagne d'échantillonnage, donc j'ai pas eu quelque chose de différent dans ces datasets, ces bases de données qu'on a eues. On a eu sur l'effluent entrant et on a eu aussi des mesures sur l'effluent primaire qui nous a permis de comparer et de conclure que il n'y a pas eu de changement entre l'hiver et l'été parce que le système de collection, le réseau de collection, on peut dire qu'il est unitaire, il est connecté avec un peu une portion de réseau pluvial, mais il n'y a pas eu d'impact. Je crois que ça n'a pas eu d'impact sur la qualité de l'effluent entrant en matière de ces paramètres-là. J'espère que j'ai répondu. D'accord. Parfait. J'imagine, je pense que ça a répondu à la question de Siwail. Je remercie Fatem Zahra énormément pour le temps. Malgré le décalage, je pense qu'il est dans les 15 heures, 16 heures à Ontario Exactement. maintenant. Donc, Oui, exact. donc merci d'avoir Merci. alloué une heure à notre webinaire. Et merci aussi j'apprécie le fait de pouvoir jongler entre français et anglais, surtout que ton travail, j'imagine, et tu le fais complètement en anglais. Donc, on apprécie énormément pour faire aboutir le message à la plupart des jeunes francophones au Maroc, mais ailleurs aussi. Donc, voilà, donc c'est la fin de notre webinaire aujourd'hui. Je remercie tout le monde pour votre présence et continuez de nous suivre sur notre page LinkedIn. On aura plein d'événements. On aura des webinaires, on apprendra sur d'autres thématiques dans le futur. Et voilà, donc merci énormément et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.